Voilà, bonjour à tous et j'en profite aussi pour remercier les organisateurs et les partenaires de cette journée et de cet échange. Merci beaucoup à Patricia et à Janine qui ont posé les bonnes bases déjà et on dit déjà beaucoup de choses que je voulais dire justement sur les approches éducatives, parce qu'on a bien vu avec la présentation de Janine, il s'agit bien d'un changement d'état d'esprit et qu'on va essayer de comprendre quelques approches pour ce faire. J'ai envie de commencer par une référence à cette campagne d'écoute qui a été menée auprès de 2000 jeunes dispersés un peu partout dans le monde par une fondation basée en Angleterre. Elle fait état du désarroi des jeunes face au décalage entre les apprentissages à l'école et la vie réelle. Eh bien, j'ai envie de leur dire à ces jeunes que l'école n'a pas été conçue pour enseigner à vivre. Et là, je prends le titre en fait de cet ouvrage d'Edgar Morin. Voilà. Dès son origine, l'éducation à l'école est conçue comme un processus et une activité dissociée de la vie réelle. Et je voudrais faire la démonstration pour montrer comment justement la pensée habituelle que Janine a évoquée tout à l'heure a façonné notre façon d'être et nos institutions. Vous savez tous, c'est pas nouveau de dire que l'Europe est marquée à la fin du XVIIe par la pensée cartésienne, qui voit le monde comme une parfaite machine, qu'on peut comprendre en dissociant les différentes parties, en analysant chaque partie avec précision. On croit même dans la possibilité d'améliorer l'efficacité de cette machine. Au-delà des sciences, cette pensée va guider, va façonner toute entreprise humaine et donc l'éducation. Elle va légitimer d'abord un processus de production de connaissances fragmentées, extraites de leur contexte de vie et examinées sous des critères indépendants de leur environnement. Elle qualifie la raison comme étant universelle, elle mise sur l'esprit rationnel et analytique pour nous guider vers des certitudes. Elle va donc, tout ça va produire des informations, des concepts, des théories disciplinaires débattues entre des spécialistes disciplinaires qui vont aller vers des super spécialisations. D'un côté, on s'éloigne de plus en plus de la complexité de la vie réelle qu'on vient de voir, et d'un autre côté, on constate quand même un certain progrès pour la vie humaine. Donc tout ça, ça nous conforte dans ce processus. Eh bien, dans ce contexte, l'école s'organise pour la transmission des connaissances fragmentées, abstraites, mais incontestables, car certifiées par des spécialistes. On a même des certitudes par rapport à ces processus de transmission, dans ces approches éducatives pour préparer les jeunes à intégrer la vie active. Et puisque la pensée cartésienne distingue l'esprit de la matière et elle donne à la raison une capacité autonome, c'est-à-dire indépendante des émotions, l'école a pour mission de développer l'esprit rationnel et faire fi des émotions. D'ailleurs, à l'image de la recherche d'efficacité prônée par cette vision, l'école va chercher à être aussi le plus efficace possible dans sa mission. Donc, d'où la centralisation des programmes et les contenus dispensés par matière, la formation des enseignants spécialisés par discipline, le regroupement des élèves par
groupes d'âge, et le passage de tous par un système d'évaluation standardisé auquel vont adhérer même les recruteurs au bout du tunnel. Donc, on va en quelque sorte tous accepter cette conception de l'éducation. Et donc, durant plus de 2 siècles, l'entreprise éducative donc, isole les connaissances des contextes de vie, l'esprit de la matière, l'école de son environnement social, culturel et naturel. Elle cultive un état d'esprit de suprématie de l'homme sur la nature, de la culture moderne sur les autres cultures du monde, des connaissances scolaires et académiques sur les autres sources de connaissances, de la raison sur les émotions, et ainsi de suite. Et surtout, elle va méticuleusement cultiver une certaine façon de penser que Janine vient de décrire comme pensée habituelle. Il était important, je crois, de comprendre que c'est bien une façon de penser qui a donné lieu à une conception de l'éducation, une structure et des principes de fonctionnement. Tout ceci ayant renforcé cette même façon de penser. Donc là, on voit déjà qu'on est dans une boucle de rétroaction. Cet éclairage nous permet de voir d'où on vient pour mieux comprendre peut-être où on veut aller, où on peut aller. Alors, revenons à la question d'apprendre pour la vie réelle posée par les jeunes. Les problèmes de la vie réelle ne se posent pas en discipline. On a vu ça tout à l'heure. L'esprit rationnel seul ne suffit pas pour gérer ces problèmes. Il n'est pas possible, on a vu, d'expliquer le Covid sans le contexte dans lequel il a émergé. Il n'est pas possible d'expliquer ce contexte sans ses liens avec tous les autres contextes qu'on vient de voir. Et bien évidemment, si on prend la pandémie qui nous pose ces multiples incertitudes et on doit y faire face, on n'a pas de certitude sur tout ça, sur beaucoup de choses. Alors que, donc, on vient de voir à travers les présentations précédentes que la vie est dynamique dans son ensemble, elle est composée lui-même de sous-ensembles qui sont dynamiques, que tous ces éléments sont indissociablement interconnectés, interdépendants et en évolution constante, et d'où les aléas, les inattendus, les incertitudes. Peu importe comment on qualifie une crise, chacune s'explique obligatoirement comme une émergence d'interaction incessante entre tous ces éléments écologiques, sociaux, familiaux, etc. Donc, Janine vient de dire que les sciences ont déjà progressé depuis près d'un siècle vers cette vision systémique du monde, mais on a tout de même tellement pris l'habitude de fractionner les problèmes complexes pour essayer de les comprendre, qu'on n'arrive plus à voir les liens entre tous ces éléments. Or, c'est dans le cadre de ces liens que la vie réelle se passe. C'est dans le cadre de ces liens que les problèmes s'inventent. Et donc, c'est dans le cadre de ces liens qu'on doit chercher les solutions. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne la nature de ces liens, il faut qu'on travaille sur la qualité de ces rapports et se préparer à faire face aux aléas qui en émergent. Je propose donc de prendre l'exemple de la pandémie actuelle et d'examiner les approches par rapport à 4 dimensions clés dans ce contexte.
À la fin de ma présentation, je vous passerai un document qui va répertorier, enfin qui va faire voilà, toute la liste des approches que je vais vous présenter là maintenant. La première dimension, c'est les humains. J'aime bien cette description de l'être humain par Edgar Morin et si vous permettez, je vais vous le lire. L'être humain, dit-il, est lui-même à la fois un et multiple. Chaque être constitue en lui-même un cosmos. Il porte en lui ses multiplicités intérieures, ses personnalités virtuelles, une infinité de personnages chimériques, une polyexistence dans le réel et l'imaginaire, le sommeil et la veille, l'obéissance et la transgression, l'ostensible et le secret. Chacun contient en lui des galaxies de rêves et de fantasmes, des élans inassouvis de désir et d'amour, des abîmes de malheur, des immensités d'indifférence glacée, des embrassements d'astres en feu, des déferlements de haine, des égarements débiles, des éclairs de lucidité, des orages d'aimants. Autrement dit, la vie intérieure d'un individu est beaucoup plus complexe que l'on imagine. Tandis que le paradigme précédent distingue l'esprit de la matière, les neurosciences aujourd'hui ont déjà mis en évidence le lien essentiel entre l'esprit et le corps. Ils ont pu démontrer aussi que les émotions interviennent avant la raison et se situent même au niveau du subconscient. Les réactions, conclusions et décisions, même les plus rationnelles, se nourrissent donc des émotions de chacun. Une première approche, donc, ce serait d'intégrer l'éveil de la conscience émotionnelle, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à s'aimer, à accueillir ses émotions positives ou négatives et à les gérer, à compatir avec les autres, à construire des relations de qualité. Apprendre à se connaître, à mon avis, donne justement cette force vitale pour s'élever. Et puisque un individu est inévitablement lié à d'autres dans son contexte, il faut que les approches éducatives intègrent l'éveil de la conscience sociale. Ça veut dire apprendre à sentir les émotions de l'autre, à l'écouter avec sensibilité, à comprendre ses intentions et à se servir de cette conscience sociale pour accroître l'efficacité de ses interactions verbales ou non verbales avec les autres. Mais attention, il ne faut pas que ces approches soient à leur tour fragmentées, c'est-à-dire organiser quelques séances, par exemple, dédiées à la connaissance de soi à l'école. Il faut qu'elles soient intégrées au déroulement des programmes. Plusieurs enseignants et éducateurs ont déjà fait preuve de beaucoup d'imagination pour inventer des méthodes qui structurent le travail individuel de façon à tisser les connaissances de soi ou la connaissance de soi à travers les autres apprentissages. Ils accordent davantage de place aux travaux en groupe, mais avec des méthodes structurées pour développer
en même temps que les autres apprentissages, une capacité d'écoute sensible, de l'empathie pour les autres, et ainsi de suite. Et puis, il y a cette notion d'intelligence collective. On a vu dans la présentation précédente comment on a tous pris l'habitude de camper, en fait, sur son point de vue, basé sur son expérience et son raisonnement. Or, dans un contexte, il y a autant de points de vue que d'individus et de personnes, et personne ne peut prétendre avoir une vue à 360 degrés. Les pratiques d'intelligence collective sont plus utilisées dans les milieux non formels de nos jours, mais il faudrait, dès l'école, apprendre à s'approprier la construction des interprétations collectives d'un contexte. Ça veut dire apprendre à prendre connaissance de plusieurs perspectives, à apprendre à ajuster ses propres perspectives individuelles et personnelles au regard des autres dans la salle, et à faire émerger les multiples solutions nécessaires afin de résoudre un problème, et ceci dans l'intérêt d'une harmonie de l'ensemble. Mais tout ceci veut dire concrètement que l'humain qui est l'apprenant ne peut plus être dans une posture de réceptacle de connaissances, mais plutôt dans celle de l'auteur de sa propre vie et un acteur de changement positif dans ses contextes de vie. Il ne peut plus être jugé sur la seule base des évaluations externes et hiérarchisées. Il doit pouvoir s'auto-évaluer, il doit apprendre à recevoir et à contribuer aux évaluations des pairs. Et là aussi, des éducateurs ont inventé des méthodes dans ce domaine. Donc, deuxième élément, c'est les écosystèmes. La relation d'interdépendance, on a bien vu que c'est connu et que les apprentissages appuient déjà cette notion d'équilibre à chercher dans les écosystèmes. Mais au-delà, il faut qu'on développe aussi tous une intelligence écologique. Ça veut dire que les approches éducatives doivent aider à prendre conscience de cette interconnexion de l'ensemble et à intérioriser l'empathie vis-à-vis de tout, vis-à-vis du vivant. Et dans la gestion du complexe, le vivant suit quelques principes organisationnels, donc il faudrait qu'on intègre ces principes organisationnels aussi dans les écoles, et puis vous allez trouver tout ça dans le document que je vais partager après. Mais je viens quand même à la troisième dimension, qui est les connaissances et les informations, qui est important. Une connaissance n'a de sens que dans un contexte, et les problèmes qui se présentent dans ces contextes sont transdisciplinaires. Donc, une éolienne est une belle invention, mais ce n'est que dans un contexte qu'elle prend du sens et donne à voir ses limites pour l'écologie et sa complexité sur le plan social, culturel et économique. Donc, il faudrait que les apprentissages se passe par une contextualisation et la transdisciplinarité. Est-ce que ça veut dire que les apprentissages disciplinaires passent à l'arrière-plan? Non. Les apprentissages disciplinaires doivent doivent acquérir un sens pour l'élève, mais dans le cadre
des problèmes, et pour ça, des problèmes transdisciplinaires. Et pour ça, donc, les approches de project-based learning ou problem-based learning sont couramment utilisées dans ce domaine. Elles conduisent, ces approches conduisent les écoles souvent à renouer des relations avec les environnements socio-culturels et une façon d'accueillir donc les plusieurs acteurs de cet environnement, chacun avec son expérience et ses perspectives. Et puis, dernière dimension, c'est justement les aléas imprévus, inattendus, incertitudes. Alors que tout ceci fait partie des normes de la vie réelle, on est quand même sous l'emprise d'une culture de certitude. Les incertitudes deviennent même un prétexte pour maintenir les statu quo. On peut faire son mieux pour construire, bien évidemment, des avenirs souhaités, mais on doit rester vigilant et apprendre à accueillir les incertitudes, les inconnus et les imprévus. Alors, quelles approches éducatives? On mettrait en œuvre des méthodes qui appuient la pensée divergente, la flexibilité de l'esprit, une attitude interrogatoire, l'avancement par approximation successive, l'accueil des ambiguïtés sans chercher à les dissiper immédiatement, la prise de conscience des conséquences potentiellement importantes de nos actions à terme ou à l'autre bout de la planète, ou encore le besoin de la diversité bio et culturelle pour faire face aux imprévus. Voilà donc quelques approches éducatives et bien que présentées en cases séparées, elles s'imprègnent toutes d'un état d'esprit et des méthodes qui s'entremêlent, qui s'entraident pour accompagner, équiper les apprenants à confronter, à dialoguer, à négocier avec les contextes de vie réels et à solutionner les problèmes complexes. Pour terminer, justement, si vous permettez, je propose un extrait d'une interview qui illustre cet état d'esprit et qui me donne beaucoup d'espoir que quand on veut, on peut. C'est les propos de Philippe Nicolas, professeur des écoles et chercheur en sciences de l'éducation. Il dit « Je ne pourrais pas enseigner autrement qu'en faisant des liens, des correspondances avec la vie et les principes qui la régissent. Ces principes de vie sous-tendent le réel d'un monde ouvert et amical. Nous avons besoin en éducation de nous confronter au réel. J'ai fait de ce mouvement, de ce processus, l'axe majeur de ma pédagogie. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'inscrire la vie de l'élève dans la grande histoire du monde. Il s'agit de découvrir et de redécouvrir que nous sommes avant tout des êtres de relation. Ces liens avec le vivant donnent de l'énergie, de la sécurité, de la cohérence, de l'amabilité et un sens aux apprentissages. Aucun élève ne se soustrait à ce dynamisme quand la pédagogie se veut école de la vie. Alors, je fais de ma classe une fenêtre ouverte sur le monde afin que l'intensité de la vie s'offre à mes élèves. Voilà, donc c'est avec ces belles paroles réjouissantes que je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, Sheila.